Merci Madame la Présidente. Alors oui, pour aller dans le sens de mon collègue, vous avez dû prendre connaissance de l'ensemble des amendements et noter que sur les amendements que nous présentons, il y en a effectivement 19 de suppression et 29 de modification. Donc nous avons la capacité à la fois de nous opposer, pas simplement par principe, nous avons la capacité de nous opposer pas simplement par principe, mais aussi par esprit de sérieux, parce que je pense que, et ce serait bien qu'on commence ces travaux avec en tête l'idée que nous sommes tous ici rassemblés pour faire en sorte que l'on puisse prévenir les actes terroristes, parce que nous sommes conscients du danger et qu'il n'y a pas d'un côté les personnes qui sont sérieuses et qui ont à même d'assurer la sécurité de nos concitoyens et de nos concitoyennes, et d'autres qui ne seraient là que pour le plaisir de faire des phrases. Je pense que nous avons l'expérience des quelques mois que nous avons passés ensemble dès le début de la session, qui montrent que nous sommes capables à la fois de nous opposer et de proposer des mesures alternatives. Donc je pense que c'est l'état d'esprit qui nous anime, et donc oui, à chaque amendement de suppression, nous avons des arguments politique, parce qu'il me semble que c'est le sens de notre présence ici à tous et à toutes, et de rediscuter et d'essayer d'aller au fond des choses et d'essayer de clarifier peut-être effectivement des incompréhensions qu'il peut y avoir entre nous sur comment nous appréhendons les choses, et nous pensons que ça fait partie du débat démocratique, et y compris individuellement, ça peut enrichir nos perceptions respectives. Donc je suis un peu surprise de ce type d'intervention, parce que autrement, à quoi servirions-nous? Sinon, on déposerait les uns et les autres nos amendements et on les voterait sans avoir besoin de les présenter, de les expliquer et d'essayer de comprendre ce qui nous anime. Et donc, oui, nous avons des positions de principe. Nous ne sommes pas les seuls et nous l'expliquerons, puisque beaucoup d'entre nous avons participé aux auditions, et je pense que ce que nous disons, vous les avez aussi entendus par un certain nombre d'experts, de magistrats. Nous avons aussi, nous, entendu des douaniers, des policiers qui avaient un discours un peu différent de ce qu'on a peut-être pu entendre dans les auditions de la commission. Donc c'est aussi un débat plus large que ça, et je pense qu'il faut prendre au sérieux tout cela. Nous le prenons au sérieux, et nous essaierons de vous en convaincre par la suite. Merci Madame la Présidente. Alors, il s'agit ici d'un amendement de modification, puisque nous partons de l'analyse du constat, y compris fait par d'autres, que aujourd'hui l'arsenal judiciaire et policier qui existe est suffisant. Nous avons eu au cours des dernières années régulièrement des lois votées pour lutter contre les actes terroristes, et nous disposons en matière législative d'énormément d'outils. Par contre, ce qui manque énormément de notre point de vue, c'est le recul nécessaire des bilans, des évaluations faites de l'ensemble des dispositifs, y compris pour permettre une réorganisation, nous y reviendrons plus tard, nécessaire, des ajustements. Et c'est à cet âge qu'il nous semblait prioritaire de s'atteler. Dans l'état actuel, nous proposons néanmoins un certain nombre d'amendements pour, on va dire, clarifier les mesures actuelles. Sur cet article premier proposé par le gouvernement, voilà, il nous semble, et je pense que M. Larrivé l'a en partie démontré, que parler de sortir de l'état d'urgence en fait le maintenant dans le droit commun et une mesure d'affichage, puisque les mesures proposées peuvent déjà être prises en l'état actuel. Par contre, pour éviter de complexifier le droit actuel, il nous semble que l'amendement que nous présentons pourrait permettre de clarifier à droit constant un certain nombre de dispositions. En effet, le droit positif est d'ores et déjà suffisant pour assurer la protection des événements, de tout type d'événements. La seule différence en droit positif actuel clarifié par cet amendement est l'article du projet de loi et la possibilité ou non de mettre en œuvre des contrôles systématiques de filtrage de l'accès à certains lieux par les forces de l'ordre. Et il nous semble que sur ce point, y compris le projet du gouvernement, court un vrai risque d'inconstitutionnalité, puisqu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel numéro 93-323 du 5 août 93, que l'autorité concernée doit justifier dans tous les cas, établir des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public. Ce caractère de systématicité ajouté par le gouvernement peut ainsi constituer un risque d'arbitraire
qui serait probablement jugé inconstitutionnel. Et d'autre part, la sanction pour ceux qui refusent de se soumettre au contrôle d'interdiction d'accès à ces zones pose une question de droit à la vie privée et familiale pour les résistants de la zone. Donc, voilà, notre proposition d'amendement vise à clarifier et à éviter que les propositions de l'article et les intentions ne puissent pas être mises en œuvre par ce risque d'inconstitutionnalité. Et il apparaît que cette mesure, afin d'être efficace, nécessite d'être repensée, et c'est le sens de nos amendements. Merci. Oui, je pense que l'idée d'avoir un texte d'équilibre est introduit en fait la notion que je réfutais, qu'il y aurait d'un côté les maximalistes et les minimalistes. Je pense que, en tout cas moi, la lecture que j'ai, c'est un enjeu de cohérence, de mise en cohérence. Moi, je comprends parfaitement la position de nos collègues les Républicains qui veulent maintenir l'état d'urgence parce qu'ils considèrent que c'est avec ce dispositif-là qu'on pourra protéger au mieux nos concitoyens et nos concitoyennes, et tant qu'à faire, autant le maintenir, et y compris l'augmenter dans le sens où il va. Ça, c'est une attitude cohérente. La nôtre, qui est voilà, de dire les moyens existent aujourd'hui, il faut mieux les organiser, mieux les répartir, les renforcer, plutôt que d'ajouter un texte obstacle. Là, il y a une cohérence. Le problème des arguments qui nous sont présentés, notamment par nos collègues d'En Marche, mais aussi du Bonnem, c'est qu'à vouloir faire un équilibre, on finit en fait par embrouiller encore plus ce qui existe, et en fait avoir un certain nombre de contradictions qu'ont relevées déjà nos collègues. C'est-à-dire, en fait, on dit sortir de l'état d'urgence, on le fait formellement, puisqu'on ne prorogera pas la disposition de 55, mais on l'introduit par la fenêtre, voilà, de manière un peu aléatoire et du coup un peu incohérente. Et je pense que ce sont ces logiques-là qu'il faudrait comprendre et respecter, plutôt que d'essayer de présenter ça comme d'un côté les mesurés et les rationnels, et de l'autre les irrationnels. Pour revenir sur nos propositions et l'interpellation de notre collègue sur l'amendement précis que nous proposons, il ne s'agit pas simplement de s'en tenir au code de sécurité intérieure tel qu'il texte a été présenté, c'est de rajouter en complément, et nous rappelons qu'en complément des dispositions qui sont déjà prévues au niveau administratif et au niveau du préfet, qui ne s'appliquent pas simplement en cas d'événements sportifs ou de manière ciblée. Donc le préfet a déjà un certain nombre de disponibilités. Il existe des précisions sur les événements sportifs. Et puis il y a également le fait de pouvoir communiquer au procureur de la République territorialement compétent les éléments qui établissent l'existence. Donc on a déjà un cadrage qui permet d'intervenir. Et à moins de vouloir... à moins de dire qu'il faut en fait systématiser, et du coup rejoindre l'argument de nos collègues des Républicains, de dire tout événement, sportif ou autre, nécessite la mise en place d'un périmètre de sécurité, parce que le danger est partout, est constant, et voilà, pour le prévenir, voilà, autant systématiser ces mesures qui sont dérogatoires, et voilà, là c'est logique. Mais si on dit qu'il faut avoir une attention plus ciblée, qu'il faut circonscrire, il nous semble que les moyens dont on dispose aujourd'hui, qui sont déjà importants, permettent de le faire, et c'est ce que nous voulons rappeler, et en pointant y compris les risques d'inconstitutionnalité et de remise en cause de libertés fondamentales, notamment le droit à la vie privée pour ce qui concerne les filtrages et les fouilles. Et ça, ce sont des éléments dont tout le monde devrait être conscient, parce que tout le monde a aussi en tête de protéger les libertés fondamentales, et c'est tout simplement ce que nous prêtons dans cet amendement. Merci Madame la Présidente. Alors, cet amendement vise à la suppression de l'alinéa 7 de cet article, parce que justement, au contraire de ce que disait tout à l'heure une collègue, ou insinuait tout à l'heure une collègue de La République En Marche, nous ne sous-estimons pas le degré de menace qui pèse aujourd'hui sur notre société. Et parce que nous pensons qu'il faut se donner les moyens humains, les moyens organisationnels pour y répondre et pour prévenir les actes terroristes, nous pensons que cet amendement, cet alinéa, article 5, conduit à la privatisation des fonctions de sécurité et à renforcer l'influence d'un secteur économique sur la sécurité,
au détriment de l'accomplissement d'une fonction régalienne fondamentale, d'assurer la sécurité et la sûreté des personnes, et donc amoindrit l'effectivité de l'action de nos forces de police et de gendarmerie qui subissent actuellement une baisse d'effectifs considérable et dont la substitution par des agents de sécurité ne permettra ni de renforcer l'efficacité de la prévention, ni de considérer véritablement les moyens dont auraient besoin ces forces de police pour assurer pleinement leur mission. Ce recours à des agents privés de sécurité est pour de notre point de vue particulièrement inquiétant et conduit à introduire l'idée de mise en place de véritables milices privées. Il faut rappeler que les obligations des fonctionnaires de police sont aux antipodes des obligations professionnelles et déontologiques des sociétés privées, dont ce qui est tout à fait logique, le but est par essence lucratif, ce qui est aux antipodes des fonctions de service public qui sont celles des forces de police de la République. Ce recours est également dangereux parce qu'il nous semble que ça nécessitera à un moment donné l'échange d'informations sensibles avec les responsables ou les agents de ces sociétés de sécurité pour permettre une meilleure coordination. Et nous ne sommes pas en mesure de garantir voilà, la sécurité des informations et des personnes qui en seraient détentrices. Donc nous ne voyons absolument pas l'utilité organisationnelle, opérationnelle, en termes d'efficacité pour prévenir les actes terroristes de cet alinéa. Nous en voyons par contre les dangers. Nous pensons que donc il faut voter pour cet amendement de suppression parce que nous sommes tous convaincus qu'il faut prévenir ces actes, qu'il faut donner les moyens à nos forces de sécurité pour le faire. Et c'est de ça que nous devrions parler plutôt que d'introduire une privatisation de fonctions essentielles de services publics. Je vais essayer d'être brève pour répondre parce que je pense que c'est une question importante, fondamentale justement quand on considère l'état d'esprit qui est le nôtre sur deux choses. Sur la question, notre collègue m'interpellait sur la question de la moralité. Je ne remets pas en cause la moralité, ce n'est pas une question de moralité, c'est une question de formation. Il y a une raison pour laquelle un service public des forces de l'ordre a été mis en place. Pourquoi est-ce qu'il y a une formation extensive des forces de police qui est aujourd'hui réduite. On passe aujourd'hui de 12 mois à 9 mois parce qu'il y avait besoin de recruter plus et y compris jusqu'à 4 mois simplement, ce qui est une dégradation de la formation. Donc il y a un contenu de la formation qui ne peut pas être fait et qui ne devrait pas être fait parce que c'est une responsabilité importante que l'on donne aux forces de police de manière générale, mais encore plus quand il s'agit d'une question comme la prévention des actes terroristes. Nous sommes bien d'accord sur le fait que ce n'est pas une question, j'allais dire mondaine, même si la sécurité quotidienne n'est pas une question mondaine, mais c'est quand même une question de première importance. Donc c'est une question de contenu de formation. Je vous rappelle aussi que nous n'avons pas auditionné d'entreprises de sécurité privée, nous avons auditionné le GNAPS qui encadre. Donc, dont, y compris la capacité d'encadrement, voilà, et il faut l'augmenter parce qu'elle est réduite actuellement, mais elle est réduite. Donc il y a un problème de formation. Il y a un problème, au-delà même du problème de philosophie générale après, c'est un choix de privatisation d'un certain nombre de missions de service public. Donc, notre collègue nous disait que ça ne lui pose pas de problème et que ça va dans le sens de ce qui se fait ailleurs. Mais ce n'est pas parce que ça se fait ailleurs que nous devons emboîter le pas dans cette direction-là. Pour nous, elle est problématique et elle est même dangereuse parce que nous sommes attachés au service public et nous pensons qu'il faut le renforcer. Donc, il faut renforcer le service public. Et un dernier, rapidement, sur la présence d'un officier ou d'une officière de police judiciaire. Oui, c'est écrit, mais dans la réalité, puisque on aime bien ici parler de la réalité sur le terrain, c'est impossible d'assurer la présence d'un OPJ avec chaque agent de sécurité privé. C'est impossible. Je veux dire, concrètement, ça ne se fera pas. Et donc, on peut l'écrire, mais on sait que ça ne se fera pas. Et donc, on fragilise encore plus, y compris le dispositif de sécurité. Donc, je pense que pour toutes ces raisons, il faut voter pour cet amendement de suppression. Et
avoir un véritable débat, à la fois sur le contenu et la formation de nos agents de police, de sécurité, et sur les nécessités, les besoins de services publics, et sur, y compris on parlait d'adaptabilité. Pour nous, il ne s'agit pas d'empiler, de faire des textes chaque année parce que la menace terroriste changerait tout le temps, mais de donner les moyens à nos agents de s'adapter à cette menace parce qu'ils sont bien formés et ils sont réactifs, et c'est à ce niveau-là qu'on saura prévenir les actes terroristes. Alors, il s'agit d'un amendement qui se propose de s'en tenir aux mesures qui existent actuellement, donc un amendement à droit constant, parce que nous pensons que donc, ces mesures sont effectives, elles sont utilisées et qu'elles devraient pouvoir continuer à l'être. Et donc, le sens de cet amendement, c'est à la fois introduire un élément de clarification, parce qu'il nous semble que malheureusement dans ce projet de loi, il y a par trop une accumulation en fait de nouveaux dispositifs, de nouvelles inflexions qui ne rajoutent que du droit au droit et qui créent une sorte de millefeuille juridique qui ne permettent pas, y compris pour l'action concrète, d'agir de manière la plus efficace. Et y compris en réponse en partie à une intervention précédente sur la nécessité de s'assurer du soupçon de suspicion et de ne pas prendre de risques. Il existe des outils, notamment le renseignement, qui permet justement et qui existe pour permettre de lever ce soupçon et de faire en sorte qu'on puisse ensuite, pour faire en sorte d'éliminer le risque, judiciariser les questions. Donc il nous semble que le renseignement, y compris réorganisé de manière plus dynamique, plus synergique avec la justice, mais dans des cadres clairs, et non comme c'est le cas notamment sur cet article, de manière à instiller l'idée d'une justice ou de procédure du soupçon généralisé, permettent donc de lever ces doutes. Donc l'amendement propose donc à droit constant de rappeler tout ce qui existe déjà et qui est utilisé justement pour réaliser ce que propose l'article 3, à savoir que des mesures équivalentes à celles mentionnées par l'article 3 peuvent être prises à l'encontre de la personne qui est placée sous contrôle judiciaire ou, le cas échéant, placée en détention provisoire, dans les conditions et selon les modalités prévues par la section 7 du chapitre 1 du titre 3 du livre 1er de la première partie du Code de procédure pénale. Ce contrôle judiciaire avant un jugement pénal garantit de ne pas priver de plusieurs droits fondamentaux les personnes sur la base d'éléments flous, soit relevant de la procédure pénale et des protections qui y sont liées. Il s'agit pour nous effectivement d'assurer que le travail de renseignement permette de lever le doute, et c'est à ça qu'il faut réfléchir pour renforcer ce renseignement et maintenir les libertés notamment de la défense et les droits fondamentaux qui fondent notre état de droit. Merci Madame la Présidente. Alors, cet amendement appelle à la suppression de l'article 4, puisque cet article nous est présenté comme portant sur les visites et les saisies. Une première remarque, mais plus générale sur l'ensemble de la démarche, il nous semble plus clair et plus simple que les termes qui sont employés dans ce projet de loi soient mieux choisis, puisqu'il nous semble que le choix des termes ne participe pas en fait à la clarté à la fois de nos débats et puis surtout de la compréhension par les citoyens et citoyennes des enjeux qui animent ce projet de loi. Les visites et saisies correspondant à la mesure de perquisition qui sont rentrées ici à l'origine dans l'état d'urgence. Et je pense qu'à la fois sur le fond et sur la forme, il est plus simple et plus clair que nous nommions les choses par leur nom. D'autant qu'on mélange, à notre avis, plusieurs choses. Le choix des termes a un sens. Plutôt qu'au code de procédure pénale, les formules choisies renvoient à la fois à une terminologie qui est celle du domaine économique, à savoir les douanes, de pratiques anticoncurrentielles telles que les ententes et les cartels, voire de la concurrence. Donc on a là, sur la forme, un mélange des genres qui nous semble ne pas apporter de la clarté, mais de la confusion. Mais plus généralement, nous considérons que cet article souffre d'un certain nombre de fragilités juridiques
Par exemple, le fait d'étendre aux autorités administratives la possibilité d'ordonner des perquisitions et des saisies à partir du moment où un lieu est, je cite, fréquenté par une personne mise en cause pour son comportement. Ce terme de fréquentation, volontairement choisi pour pouvoir tout englober, la rue, le chemin habituel pour aller travailler, l'école primaire où on se rend pour accompagner ses enfants. Bref, un terme, encore une fois, et une intention qui nous semble bien trop vague et bien trop problématique pour pouvoir être portée dans ce projet de loi. Ces mesures de perquisition, nous rappelons aussi, sont déjà possibles dans le cadre judiciaire actuel. Ce texte est donc, et cet article est donc inutile et nous semble ne participer qu'à une forme de transfert de compétences du juridique vers l'exécutif qui est préjudiciable à l'état de droit. Voilà pourquoi nous présentons cet amendement de suppression présenté. Juste en préliminaire, je m'associe bien entendu à la protestation de mon collègue Bernard Bissy ainsi que l'ensemble du groupe France Insoumise. Et nous allons donc soutenir sa demande d'interpellation du bureau de l'Assemblée nationale. Et je voulais rappeler, parce qu'on l'a fait en début et il semblait que tout le monde s'était tenu à cette règle élémentaire, et puisqu'il faut le rappeler, à la fois pour nos débats, mais aussi nos rapports internes au sein de l'Assemblée nationale, mais surtout aussi pour l'image que nous donnons, puisque ces débats sont publics, et nous avons aussi un devoir d'exemplarité vis-à-vis de nos concitoyens et concitoyennes quant à la manière dont nous abordons une question extrêmement grave et sérieuse, et la mise en cause de la manière dont ça a été fait d'un de nos collègues ne participe pas à créer une atmosphère de cohésion qui est, à notre sens, nécessaire pour parvenir à l'objectif que nous poursuivons tous. Et nous espérons donc que pour la suite de ces débats, et surtout pour les débats en séance, nous nous tenions tous et toutes à cette règle, même si on peut comprendre qu'on peut avoir des fois une parole malheureuse ou une expression un peu excessive. Les intentions des uns et des autres, des unes et des autres, ne peuvent être mises en cause dans ce débat. Alors cet amendement, il s'agit d'un amendement à droit constant, puisque comme pour une série d'autres amendements que nous présentons, nous considérons que les mesures proposées par cet article 4 peuvent déjà être prises en l'état du droit actuel. Nous avons un arsenal juridique extrêmement conséquent et largement suffisant. Ainsi, l'article 56 du Code de procédure pénale permet à l'officier de police judiciaire d'ordonner, dans le cadre d'une enquête criminelle de flagrance, de perquisitionner le domicile de toute personne qui paraît avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés. Dans le cadre d'une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à 5 ans, une perquisition domiciliaire peut être ordonnée par le juge des libertés et la détention si les nécessités de l'enquête l'exigent. Dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction peut de même coordonner des perquisitions et des saisies. Et en outre, le Code de procédure pénale permet d'ores et déjà des mesures permettant de s'assurer de la présence d'une personne sur place pour éclairer les éléments ayant fait l'objet de la visite et de la saisie. Donc, à droit constant, nous pensons que notre arsenal juridique et policier permet de prévenir, comme c'est l'intention de ce texte et de l'article, et d'aider les services judiciaires et de police d'intervenir dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure sur des faits, des actes ou des suspicions d'actes terroristes. Et nous nous opposons donc à l'article et nous proposons une réécriture qui permet de simplifier ce qui existe déjà, de réaffirmer les moyens dont nous disposons et qui évite ce qui nous semble être le cas de l'article 4, d'ajouter du droit et droit, de complexifier et de ne pas parvenir à donner des éléments et des outils à nos forces de sécurité et de justice pour mener à bien leurs devoirs et leur fonction de prévention des actes terroristes. Alors oui, il s'agit d'un amendement de suppression de l'article. L'article 4 ter qui nous est présenté propose d'ajouter à une liste déjà bien complète le volet de la géolocalisation pouvant être mené pour une durée de 48 heures sur autorisation du procureur de la République après ouverture d'une instruction en matière d'actes terroristes. Désormais, en plus d'une multitude d'outils, tout individu pourra être géolocalisé en temps réel sur le territoire national à son insu.
Autant dire que de notre point de vue, les libertés, avec cette disposition, sont extrêmement et dangereusement remises en cause. De plus, nous voulons rappeler que ces mesures sont d'ores et déjà autorisées par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction. Par cet article, le Sénat ne fait qu'ajouter au parquet, sous l'influence de l'exécutif, la chancellerie, un pouvoir liberticide supplémentaire. Encore une fois, nous entendons bien les arguments tendant à dire que le projet de loi essaie de cibler, essaie de restreindre aux actes, à la prévention des actes terroristes, l'ensemble des mesures qui sont prises, et nous ne doutons pas de l'intention qui est celle de nos collègues ou du gouvernement qui soutenaient cet article. Mais en matière de droit, il nous semble primordial de garantir justement pas les mesures d'exception, mais de garantir l'exercice des pleins droits. Et dans cet article 4 ter, les potentialités de déroger à la focalisation sur les actes terroristes et d'étendre pour telle ou telle raison, tel qu'on l'a vu faire précédemment pour d'autres mesures dans l'état d'urgence, même si depuis ça s'est réduit, mais l'on sait que, y compris en cas d'attaque, de nouveaux actes terroristes, il y a, on va dire, la proportion très légitime à exercer une action extrêmement rapide et tous azimuts, et la propension du coup à commettre des erreurs attentatoires aux libertés. Avec cet article 4 ter, il nous semble que nous dépassons justement les bornes et les limites que le droit met pour prévenir ce genre d'action, et c'est pour ça que nous appelons à la suppression de l'article. Merci Madame la Présidente. Alors, l'article qui nous occupe transpose dans le droit commun la liste des infractions mentionnées par la directive européenne. Cette directive est relative à l'utilisation des données des passagers pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, lorsqu'elles sont punies d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à 3 ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire. Considérons que effectivement, il s'agit d'une transposition quasi mot pour mot de l'intitulé de la directive, mais l'avis que nous exprimons avec les précédents articles, comme nous l'avons déjà dit, est le même. Nous sommes opposés au fait d'autoriser la surveillance de masse de nos concitoyens et de nos concitoyennes, et nous considérons que cette mesure participe à une forme de restriction extrêmement grave des libertés, et non seulement inefficace, mais problématique au niveau philosophique et de notre conception des libertés. Donc c'est pour cela que nous demandons la suppression de cet article. Merci, Madame la Présidente. Alors, cet amendement, comme les suivants que présentera mon collègue Bernalici, excusez-moi, vise à clarifier et améliorer un certain nombre de procédures et d'éléments législatifs qui existent déjà. Ça s'inscrit dans notre démarche de mise à plat et de renforcement de l'arsenal dont nous disposons dans le contexte du renforcement de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, puisque le projet de loi envisage un certain nombre de dispositions qui vont augmenter les contrôles d'identité et un certain nombre d'autres mesures de ce type-là, renforcer les pouvoirs de la police administrative, et les amendements précédents indiquaient dans quel sens, y compris, ça peut être poussé de notre sens à l'extrême. Et dans ce contexte, il nous semble important d'apporter un certain nombre d'améliorations à notre procédure actuelle. Ça s'inscrit dans un certain nombre de propositions qui existent depuis plusieurs années sur la problématique des contrôles d'identité et en particulier des discriminations qui peuvent avoir lieu lors de contrôles d'identité, dits contrôles d'identité au faciès. C'est le constat fait par, je le disais, de nombreuses associations depuis plusieurs années. De nombreuses enquêtes aussi aujourd'hui viennent appuyer ce constat. Et des propositions de ce même titre ont été proposées lors
de précédentes mandatures par notamment nos collègues de EELV et que nous reprenons donc dans le cadre de cette proposition de loi, non pas parce que nous voulons absolument faire entrer ce débat, mais parce qu'en fait, il s'impose. Et dans l'objectif de prévenir des actes terroristes, il y a un élément qui nous semble crucial, c'est de faire en sorte que la population et nos concitoyens et nos concitoyennes soient dans une démarche de cohésion, soit dans une démarche sereine vis-à-vis des forces de police et de sécurité, si nous voulons y compris favoriser l'action de nos services de renseignement. Il nous semble que la cohésion sociale est un élément important. Or, nous savons d'expérience, et y compris d'expérience malheureuse, extrêmement dramatique ces dernières années, que la multiplication des contrôles d'identité peut entraîner des situations de tension, des violences et même dans certains cas des morts dans les personnes qui se retrouvent interpellées par les forces de police pour procéder à des contrôles d'identité. Et ça va à l'encontre, à notre sens, de l'objectif recherché. Donc c'est la philosophie générale qui nous anime, de faire en sorte que les procédures votées actuellement ne soient pas au final contre-productives, en créant de la tension et en ne permettant pas, y compris, d'assurer la sécurité et la sûreté, comme l'a rappelé mon collègue Bernalicis tout à l'heure, qui est un droit fondamental. C'est le droit de ne pas être soumis à un arbitraire et à un ensemble de discriminations. Donc c'est le sens de cet amendement qui propose du coup d'introduire dans les procédures actuelles, dans la rédaction actuelle de l'article de procédure pénale, un amendement qui nous semble le clarifier et permettre d'avancer dans la résolution d'un certain nombre de tensions contre-productives pour l'ensemble de la société.